dernier fils d'une famille de 8 enfants d'Auxerre, dont la mère était mère au foyer et le père ouvrier devait cumuler les emplois pour subvenir à nos besoins. Alors je vais vous raconter comment je suis passé d'un avenir d'ouvrier à celui d'un des lauréats des bourses d'études supérieures les plus prestigieuses au monde. Alors moi je viens d'une ZUS, zone urbaine sensible. Auparavant c'était une ZUP, zone urbaine prioritaire, comme quoi, avec le temps ça ne s'est pas arrangé. Alors pour nous préserver de cet environnement, mon père disait qu'il n'y avait que 3 excuses pour arriver en retard de l'école. 3. La mort, éventuellement la mort, et au dernier cas, la mort. Mais moi, j'adorais ça à l'école. Pour moi, c'était comme un jeu avec des règles où il suffisait simplement d'avoir des bonnes notes, de suivre les leçons et tout simplement de réussir. Et pendant 8 heures par jour, j'étais plus cet enfant qui venait d'un milieu modeste dans une ZUS, mais un simple élève avec un potentiel et une soif d'apprendre. Et puis cette sensation qu'on a d'avoir des bonnes notes, d'être montré comme l'exemple à suivre, ça c'était génial. C'est très vite devenu une drogue. Plus je travaillais, plus j'avais des bonnes notes et on prenait en considération ce que je faisais comme quelqu'un de positif. Et puis on a les encouragements, on a les gens qui vont se dire « Hey, lui, il va y arriver. Lui, il va s'en sortir. » On prenait enfin en considération pour ce que je faisais et pas d'où je venais ou qui j'étais. Le rôle de l'éducation, ce n'est pas de faire des choix pour moi, même de manière indirecte. C'est de me donner les outils, les connaissances et les moyens d'avoir ces choix et ensuite de les faire. En quelque sorte, finalement, l'éducation, c'est ce qui m'a permis de prendre en main mon destin et de faire mes propres choix. Alors arrivent les années collège, et puis c'est là que j'ai eu mon premier obstacle, puisqu'on m'a ramené à ma condition sociale. En fin de 3e, dernier conseil de classe, on fait les choix des formations pour le lycée et ma prof principale me pose la question « Alors Austin, tu vas faire quoi ?» Je lui dis « Je vais faire une seconde générale, c'est ce qui me permet d'avoir le plus de chances de faire des études supérieures longues. » Et là, elle me dit « Mais tu serais pas mieux à faire un BEP ou un CAP ?» Pour elle, j'étais le fils d'un ouvrier non qualifié dans une ZUS, dont le seul avenir était d'être avec mes semblables. Donc on m'a ramené à ma condition sociale et moi, la seule phrase qui m'est venue en tête, c'est de dire « Ok, tu refuses la seconde générale au premier de la classe et les autres, qu'est-ce qui se passe ?» Mais si je devais être honnête avec moi-même, je devrais la remercier. Parce qu'en fait, ça a été un moteur pour moi. J'avais besoin de réussir pour lui montrer qu'elle avait tort. Donc je devais réussir coûte que coûte. Et quand j'y suis arrivé, c'était la première à être au courant. Normal. C'est là que je me suis rendu compte que l'éducation, finalement, c'était nous donner les moyens de réussir et de choisir. Choisir. Je m'étais juré que personne ne choisirait pour moi. Alors j'arrive en première, et là, je vois mon deuxième obstacle arriver, infiniment plus puissant que le premier. Ce n'était pas un prof, ce n'était pas une prof, c'était un tableau. Page 38, table 4, reproduction sociale, Bourdieu. Et là, l'expression « tel père, tel fils » prend tout son sens. Alors Bourdieu, il vous explique, voilà, il y a une forte reproduction sociale en France, les parents cadres ont majoritairement les enfants qui plus tard deviendront cadres. Même postulat chez les médecins et encore plus vrai chez les ouvriers. Alors je regarde le tableau de plus près, je regarde la colonne de mon père, ouvrier, et là je me rends compte que j'ai 80% de chances d'être moi aussi ouvrier. Et quand je regarde pour devenir cadre, le constat est encore plus accablant, moins d'1 chance sur 20. Ça a été une claque immense et douloureuse. Pourquoi ? Parce qu'à la rigueur, la prof de 3e, on peut lui trouver toutes les excuses du monde. Elle est mal lunée, on s'en fout de ce qu'elle pense, c'est que son opinion. Là, on avait une étude sociologique objective d'un grand sociologue français. Pourtant, moi, j'y ai cru à ce contrat scolaire. Sois un bon élève, apprends tes leçons, étudie fort et tu seras récompensé. Et là, je me suis dit, est-ce que finalement, ce n'était pas un mensonge ? Est-ce que la prof de 3e, elle n'avait pas raison ? Ah, ça, jamais. Et c'est là, en fait, finalement, que j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des profs au lycée extraordinaires. Extraordinaires. Qui avaient pour métier une passion et qui me rassuraient, qui allaient bien au-delà du programme et qui m'ont donné confiance.
mais une réelle confiance. Ils m'ont alors appris que la méritocratie, elle existait vraiment. Si, croix bois, croix de fer, elle existe. Et ils m'ont même dit, par contre, il ne fallait pas que je l'attende, mais que je la provoque. Et que, quand même, dans méritocratie, il y a le mot mérite. Et c'est là qu'ils m'ont ramené à cette condition où ils m'ont montré que je pouvais réussir. Très vite, alors, c'est devenu un moyen de m'échapper. Et dans cette perspective, j'ai décidé de me promettre une seule chose, que quoi qu'il arrive, je ferai mes propres choix. Alors, finalement, ce qui s'est passé après la première, c'est qu'ils m'ont dit qu'il fallait que je travaille dur. Alors j'ai commencé à travailler plus dur, plus fort et plus longtemps. J'étais soutenu par mes parents et ma famille proche. Je passais mes mercredis et mes samedis après-midi à la bibliothèque. Je participais à la vie du lycée et je m'investissais dans les différentes associations de mon quartier. Et puis on arrive en terminale, on doit faire un choix décisif. Je décide d'aller voir la conseillère d'orientation psychologue, aka Copsy, qui m'a plus désorienté qu'autre chose. Ça lui a valu même le surnom de conseillère de désorientation. Je vous jure, c'est véridique. Elle qui ne comprenait même pas le fonctionnement d'une classe préparatoire aux grandes écoles. Moi, je lui dis, je veux faire une classe préparatoire aux grandes écoles parce que je veux développer mon potentiel au maximum. Et elle me dit, mais tu sais, Austin, c'est vachement dur, c'est compliqué. Et puis en plus, dans 2 ans, tu seras obligé de tout recommencer. Je m'étais juré que personne ne déciderait pour moi. Jamais. Je n'avais pas eu une oreille attentive. Alors j'ai décidé de faire mes recherches à l'ONICEP tout seul. Et là encore, mes profs m'ont beaucoup aidé. Beaucoup d'entre eux avaient fait une classe préparatoire et ils m'ont dit, tu sais, Austin, dans une classe prépa, on cherche des marathoniens. Et tu nous as prouvé toutes ces années que les efforts que tu avais fournis, que tu méritais ta place dans cette formation d'excellence. Alors, je décide de postuler à la meilleure prépa pour Normal Sup, en droit et en économie, la meilleure de France. En me disant, de toute façon, tu ne seras jamais pris, mais tente ta chance. Et je suis pris. Je suis pris parmi des centaines de candidatures de toute la France. Pour moi, c'est une réelle réussite parce qu'elle avait cet écho qui disait, travailler, ça paye. Mais on n'échappe pas non plus à sa condition sociale. Pour mes parents et moi, Paris, c'était financièrement impossible. Et donc, je décide que finalement, j'allais faire des recherches pour bousculer cet obstacle financier. Je passe alors mes après-midi et mes week-ends à faire des recherches sur Internet. Pas à la maison, on n'avait pas encore Internet à l'époque, donc je partais à la maison de la jeunesse. Et je faisais des recherches. Je tapais sur Google « bourse d'études »,« financer ses études à Paris »,« scholarships », j'utilisais toutes les langues qui existaient avec Google Traduction, « s'il vous plaît.com »,« aidez-moi », tout ce qu'il faut. J'étais même devenu un expert. J'étais devenu un expert et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il existait la philanthropie éducative, des bourses de fondations privées. Et je découvre la bourse François Schneider. Je fais mes recherches, j'en parle à l'assistante sociale de mon lycée qui m'encourage à postuler, mais qui me dit de manière bienveillante cette fois-ci, il y a beaucoup de candidatures pour peu d'élus. Je décide de candidater, j'avais vraiment rien à perdre, et là j'ai passé un été de stress. J'avais une réponse fin août. Si j'avais la bourse, je partais à Paris, je faisais des études supérieures. Si j'avais pas la bourse, je restais à Auxerre et c'était un autre avenir qui était tracé pour moi. Fin août, je reçois une lettre avec 3 500 € de la bourse de la Fondation François Schneider. Ça me permet de payer le loyer, les petites charges, mais finalement, ça ne me permet pas non plus de vivre à Paris. Alors je dois travailler à côté. Quand je voyais mes amis partir à la bibliothèque le samedi et le dimanche pour réviser, moi je faisais des petits boulots. À la fin de la première année de prépa, mes profs ont appris que je travaillais en plus de la prépa et en plus de la fac. Et à l'époque, le proviseur, M. Pentèbre, qui a été aussi une bonne personne, a trouvé que c'était inadmissible. Il a fait alors des pieds et des mains pour que j'intègre un internat d'excellence, condition nécessaire à la réussite de mes études. C'est à peu près à la même période que je découvre l'association Fratelli. Fratelli est une association qui parraine et encadre des jeunes étudiants de milieu modeste à fort potentiel avec des jeunes professionnels. L'objectif est simple,
leur donner les moyens de réussir, en leur donnant le réseau, la confiance et le soutien nécessaire à la réalisation de leur projet. C'est donc une sorte de mentorat, c'est fait à titre bénévole, et c'est gratuit, et citoyen. Alors je décide de candidater, c'est gratuit. Ah bah ouais. Et 3 mois plus tard, j'ai une réponse, un mail, le 3 décembre 2009. On me dit que je vais avoir pour marraine une certaine Alexandra. Le premier réflexe, je la Google. Ouais, ça fait un peu... Oui, je sais. Et là, je découvre qu'il y a 2 Alexandra. La première, c'était une professeure à l'Université de Bourgogne qui avait fait son doctorat à Sciences Po. A priori, géographiquement parlant, ça ne peut pas être elle. Et là, je découvre qu'il y a une 2e Alexandra, et quand je vois son CV, je me dis qu'il y a encore moins de chances que c'est elle, que ça soit elle, pardon. Tout nous séparait, tout. Elle avait passé son bac à Henri IV, elle avait fait une prépa à Louis le Grand, elle avait intégré l'ESCP Europe, à la clé 3 diplômes en 3 ans, dans 3 pays différents. Et avant même ses 28 ans, elle avait déjà travaillé pour les plus grands cabinets de consulting internationaux et travaillé comme conseillère technique auprès du ministre de l'Éducation, porte-parole du gouvernement. Rien à voir. Et c'est là le début d'une relation extraordinaire, une rencontre merveilleuse qui m'a permis de prendre conscience de mon potentiel et qui a été vraiment là pour me soutenir. Et puis au bout d'une semaine, on décide de se rencontrer. Et 5 minutes avant le début de notre rencontre, le rendez-vous qu'on avait pris, elle me téléphone en me disant « Ossine, je suis désolé, j'ai beaucoup de travail au ministère ». Moi, je m'attendais à ce qu'elle me dise « Ciao, bye bye ». Et finalement, elle me dit, un peu gênée, « Est-ce que ça ne te dérange pas qu'on se rencontre directement au ministère ?» Ben non. C'est avec elle que j'ai eu la béquille qui me manquait, l'inspiration dont j'avais besoin. La proximité de l'âge faisait qu'on se parlait d'égal à égal. Et le meilleur exemple de ce soutien, c'est quand j'ai postulé pour un programme de la bourse Fulbright. J'étais devenu un expert dans le financement des études supérieures et je découvre qu'il existe une bourse Fulbright que je ne connaissais absolument pas. Mais absolument pas. Je fais mes recherches comme d'habitude et puis j'en parle à mes profs de prépa qui me disent tous « Ouais, mais tu sais, c'est très prestigieux, c'est très compétitif aussi », une manière polie de me dire « Cours toujours ». Mais la différence avec Alexandra, elle qui me connaissait depuis peu, a été finalement simplement positive et objective. Et c'est finalement ce que je recherchais. Qu'on oublie d'où je viens, qu'on oublie d'où j'étais, mais qu'on prenne en considération ce que je faisais. Alors elle a pris une feuille de papier, elle a fait un tableau, une colonne, avantages, inconvénients, combien ça te coûte et qu'est-ce que tu peux y gagner. Super simple, mais il fallait y penser. Dans les inconvénients, elle me dit 8, 9, 10 feuilles de papier, de l'encre, une enveloppe, un timbre. C'est tout. Allez, 5-6 € à tout casser. Et dans les avantages, une des bourses les plus prestigieuses et les plus connues au monde, tout frais payé pour étudier et visiter les États-Unis et les lieux emblématiques tels que le Congrès américain, l'ONU ou même le département d'État américain. Dans la colonne avantages, elle met aussi la somme de cette bourse, plusieurs milliers d'euros. Donc argument implacable plus qu'objectif. Alors je décide de candidater et je fais un dossier béton. Lettre de recommandation, j'en avais 28, ils en demandaient 2. CV, il n'y en a jamais trop. Un CV, des lettres de recommandation, des essais, des bulletins. Et bien sûr, tout ça dans la langue de Shakespeare. D'ailleurs, on nous demandait notre niveau d'anglais. Et on devait se tester de nous-mêmes. Alexandra m'a gentiment proposé son aide. À l'époque, elle postulait pour Harvard. Donc ça va l'anglais. Et dans mon niveau d'anglais, j'avais mis « fair ». Et elle m'a dit aussi « Je ne comprends pas, ton niveau est excellent, je viens de regarder ton document ». Sans elle, je n'aurais jamais pu m'estimer en niveau d'anglais. Et finalement, son soutien, son mentorat, c'était aussi de me donner cette clarté et ce recul dont j'avais tant besoin. Je modifie, je mets tout dans une enveloppe et je la donne en main propre. J'économise un timbre. On est en février. Puis en avril, je reçois un joli mail de la Commission franco-américaine d'échanges universitaires qui me dit que je suis parmi les présélectionnés et que je dois passer un oral de 20 minutes en anglais sur un sujet américain. Je contacte Alexandra, je lui dis que je suis pris, elle est hyper contente, limite plus que moi. Et finalement, je passe un oral qui dure bien plus longtemps que 20 minutes. Et dans ma faible expérience, pour moi, c'était synonyme d'avoir raté.
je sors de l'entretien en me disant que c'est foutu, c'est mort, je ne pars pas aux États-Unis gratuitement. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a dit, quoi qu'il arrive, dans 3 semaines, jour pour jour, vous avez une réponse, si elle est positive. 3 semaines plus tard, jour pour jour, j'ai rafraîchi la page de ma boîte mail 30 fois par heure. Et jusqu'à 21h, on ne sait jamais. Aucune réponse. Alors je me dis, t'avais raison, et puis lundi, tu auras une jolie lettre de remerciement polie pour l'effort que j'avais fourni. Et lundi, toujours rien. Mardi, je prends mon courage à deux mains, j'en avais marre. Pas professionnel. J'appelle le numéro de téléphone, énervé, la directrice du programme, et je fais « Allô ? Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je voulais juste vous demander si vous aviez une réponse pour la candidature. Excusez-moi de vous déranger encore une fois. Votre nom, s'il vous plaît. Aussi newbie. Vous n'avez pas reçu d'email ? Ben non, sinon je ne vous appellerai pas. Je ne comprends pas. Vous avez été pris. Et là, c'était extraordinaire. J'ai crié, j'ai crié. Je vous jure, si j'avais gagné au loto, j'aurais moins crié. Tout simplement parce que c'était une nouvelle ouverture, des horizons inespérés. J'appelle Alexandra avant même mes parents parce que c'était elle qui m'avait un peu conseillé. Et je l'aménage un peu, le suspense, pour lui dire si je suis pris, si je suis pas pris. Et finalement, je lui dis que je suis pris, mais que d'une certaine manière, j'hésitais aussi beaucoup parce que je ne réalisais pas d'avoir été sélectionné par cette bourse. Je pensais sincèrement qu'il s'était trompé. Et là, elle m'a dit une phrase extraordinaire. Elle m'a dit, tu sais, Houssine, tu le mérites. Et tu sais, je vais même te dire quelque chose d'autre, tu n'es pas plus bête que les gens que je connais. Et là, cette phrase, elle résonnait d'une manière particulière parce que c'était elle qui l'avait dit. D'un coup, elle avait balayé cette prof de 3e, elle avait balayé ce tableau 4, page 38. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que, à force de travail et à force de rencontres, d'un avenir de 8e enfant, de parents immigrés du Maroc qui vivaient dans une ZUS à Auxerre, j'ai été un lauréat d'une des bourses qui compte parmi ces anciens, des prix Nobel, des hommes et des femmes politiques, des leaders, bref, des gens qui étaient dans une case statistique dont je ne faisais pas partie. Alors, ce que l'éducation m'a permis de faire et de savoir aujourd'hui, c'est qu'on pouvait être maître de son destin. Qu'en jouant le jeu, on pouvait créer son propre avenir, chacun à ses manières, chacun avec ses talents et ses goûts. Et c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Mon parcours a été jalonné... Attends. Mon parcours a été jalonné par un certain nombre de rencontres qui m'ont permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Que ce soit mes parents, des professeurs motivés, passionnés, des proviseurs inspirés et des rencontres exceptionnelles à travers Fratelli. Toutes ces personnes m'ont permis d'arriver aujourd'hui là où je suis. Et je voudrais les en remercier du fond du cœur. Alors, faisons en sorte d'être une bonne personne pour l'éducation de quelqu'un d'autre. Leur vie, les nôtres, et peut-être l'éducation n'en sera que meilleure. Merci.